Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bienvenue dans le deuxième webinaire de Noé. Si nombreux, vous étiez hyper nombreux hier aussi, c'est super motivant pour nous. Malheureusement, on ne peut pas voir vos têtes, c'est un peu triste, mais si vous voulez nous faire coucou, il y a le chat. Je vois que ça y est, on a des bonjours, ça fait plaisir. Alors désolée pour ceux qui étaient déjà là hier et qui vont m'entendre me présenter deux fois. Je m'appelle Maya, j'ai fondé Noé avec mes deux associés, Jules et Nino. Noé, c'est le programme pour lancer votre carrière de Product Manager. Avant ça, j'étais VP Product chez Aircall et Product Manager chez Blablacar. Et aujourd'hui, il y a aussi Jules, ancien PM chez Lévy, le cofondateur de Noé. Coucou Jules. Bonjour à Alors aujourd'hui, je vais vous donner des éléments de réponse sur le sujet réussir le process de recrutement. Il y a beaucoup de candidats à Noé ces dernières semaines qui m'ont posé cette question. Et c'est vrai que c'est souvent un process qui fait peur et qui est un peu opaque. Donc, on va en parler. Alors, pour clarifier, ce n'est pas un cours de notre programme Noé que je fais aujourd'hui. C'est juste des éléments de réponse sur cette question-là. Suite au webinaire d'hier, il y en a plusieurs d'entre vous qui nous ont remerciés d'avoir fait quelque chose de court, d'avoir évité le syndrome du webinaire qui dure une plombe. Alors, on va essayer de faire pareil aujourd'hui, une vingtaine de minutes de présentation et ensuite on aura 15 minutes de questions. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans la section questions qui est juste à côté du petit chat. Alors, avant de vous parler du process de recrutement, il y a la question du screening. Un des grands retours que j'ai eu, c'est hyper dur de passer le screening quand on n'a pas d'expérience en PM. Et effectivement, c'est vrai. On est dans une situation en France un peu bizarre où toutes les boîtes recrutent des product managers, mais elles veulent toutes des product managers expérimentés. Et du coup, très souvent, les candidats sans expérience passent même pas le premier screening. C'est pour ça que nous, on a créé Noé pour donner de la légitimité aux candidats qui n'ont pas d'expérience avant, en s'appuyant sur plusieurs choses. D'abord, vous faire travailler sur de vraies problématiques, de vrais PM pendant un mois. C'est votre premier mois en tant que product manager que vous pourrez revendre comme tel. Et ensuite, nous, on bosse avec les dirigeants produits d'une cinquantaine de startups à Paris pour lesquels on a compris quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Et leurs retours sont hyper bons sur Noé. Et beaucoup d'entre eux sont prêts à sauter le pas de rencontrer des juniors s'ils ont suivi un mois de formation avec l'ancienne VP Product d'Aircall, travailler sur des vrais cas avec nos 5 sponsors qui viennent de belles boîtes. Alors, concernant le screening, il y a quand même un élément à prendre en compte, c'est qu'il faut cibler évidemment la bonne boîte. Alors, pour ça, je vous invite à lire l'article qu'on va publier très bientôt, qui récapitule le webinaire qu'on a fait hier, où j'ai un peu couvert ce sujet-là, quels profils sont intéressants et comment comprendre quel profil une startup en particulier va recruter, en prenant en compte le stade de la boîte, le produit, la culture. Donc, du coup, aujourd'hui, on va vraiment couvrir les étapes du process de recrutement. Alors, au programme, donc les étapes, comme je vous le disais. Ensuite, quelles sont les attentes pour chaque étape? Quels sont les 4 grands exercices un peu classiques qui reviennent tout le temps? Et 3 choses que vous pouvez faire dès la fin de ce webinaire pour vous aider. Alors, pour commencer, sur les étapes classiques du recrutement, il y en a généralement 4, et ça ressort dans énormément de startups. La première, c'est un premier call, généralement avec quelqu'un de l'équipe RH ou quelqu'un qui s'occupe du recrutement. Si vous passez à l'étape suivante, c'est un entretien, on va dire product, avec un senior product manager généralement, ou alors le head of, le VP product. L'étape suivante, c'est le case study, qui est peut-être l'étape la plus compliquée, où vous avez pour interlocuteur, à qui vous présenterez encore une fois quelqu'un de senior dans l'équipe produit. Et enfin, selon les boîtes, vous avez souvent quand même des entretiens avec les stakeholders, c'est-à-dire les fondateurs de la boîte, éventuellement le CEO, ça peut être un lead dev, ça peut être un designer, et ça dépend un peu des boîtes. Du coup, avec Noé, la dernière étape du programme, elle sera dédiée à ça, à vous préparer au process, à ces étapes-là, et à notamment travailler le case study. Néanmoins, je peux déjà vous parler un peu des attentes pour chacune de ces étapes. La première étape, donc, ce fameux premier call, il y a un objectif qui est toujours le même, c'est comprendre, est-ce que vous avez compris le rôle et est-ce que votre parcours correspond. Et donc là-dessus, on va vous poser un peu toujours les mêmes questions. Pourquoi vous voulez être product manager? Pourquoi sur ce produit-là? Et puis, c'est quoi votre parcours? Alors du coup, pour préparer ce webinaire, je suis allée relire mes notes d'entretien que j'avais fait passer chez Aircall. Alors au total, il y en avait 128 en 3 ans. Donc, je vous rassure, je n'ai pas tout lu. Mais j'ai quand même pu repérer du coup des erreurs classiques qui revenaient assez souvent. La première, c'est qu'il y avait beaucoup de candidats qui n'avaient pas compris
bien le rôle de product manager. Le product manager, c'est pas un chef de projet, c'est pas non plus quelqu'un qui fait que de la stratégie, c'est pas lui qui décide de tout. Donc typiquement, quand un candidat me disait « moi, je veux être product manager pour prendre des décisions », ça, c'était pas une bonne réponse, c'était un petit warning, quoi. Donc la base, c'est quand même de se renseigner sur le rôle avant de postuler. Donc pour ça, parler à des product managers, lisez des articles, regardez des talks. Et c'est vrai que ne pas avoir bien compris le rôle, c'est souvent un no-go direct, quoi. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir regardé le produit pour lequel vous postulez. Moi, je voyais bien chez Aircall qu'il y en avait qui n'avaient pas bien compris en fait ce que faisait notre produit. Donc là-dessus, c'est un peu la base, quoi. Prendre le temps de bien vous en imprégner. Quelle est la proposition de valeur? Quelles sont les grandes fonctionnalités? C'est qui l'utilisateur? Est-ce qu'il y a différents types d'utilisateurs, etc. La troisième erreur à éviter, c'est le manque de clarté et de conclusion. À la question « Est-ce que tu peux me parler rapidement de ton parcours ?» J'insiste bien sur le mot « rapidement ». Il y avait beaucoup de candidats qui me répondaient en fait en 10 minutes ou plus, en partant un peu dans tous les sens. C'est vrai qu'un product manager, ça doit être quelqu'un qui doit être structuré, qui communique de manière efficace. Et du coup, c'est hyper important qu'à cette question-là, et d'ailleurs à toutes les questions, vous soyez clair et concis dans vos réponses. La dernière erreur, un peu classique, dans la panique, quand un candidat ne sait pas forcément répondre à une question, ça peut arriver qu'il ou elle parte dans ce que j'appelle le bullshit bingo, c'est-à-dire une réponse un peu compliquée qui, en fait, ne répond pas vraiment à la question. Et c'est vrai qu'en tant que recruteur, c'est assez désagréable parce qu'on a un peu le sentiment de se faire enfumer et on n'y croit pas trop. Du coup, c'est mieux à ce moment-là de dire que vous ne savez pas, vous avez le droit. Peut-être que vous voulez y réfléchir, que vous reviendrez vers le recruteur par mail, par exemple, et on vous en tiendra par rigueur. À côté de ça, du coup, il y a quand même des points sur lesquels vous pouvez justement gagner des points dès ce premier call avec le RH. Le premier, c'est d'avoir déjà travaillé sur un produit. Alors ça, c'est vrai que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui postule et qui n'a pas d'expérience en PM, sachant que les attentes des recruteurs là-dessus, c'est pas vraiment d'avoir construit votre propre produit, votre propre side project, c'est vraiment d'avoir travaillé sur un produit existant avec toute sa complexité, etc. Et c'est souvent ça le point bloquant, en fait, pour les boîtes qui fait qu'elles ne veulent pas recruter des juniors. Et c'est vrai que bosser sur un produit existant, si vous n'avez pas été product manager, c'est très compliqué. C'est pour ça aussi que c'est vraiment le point principal de la pédagogie de Noé, c'est de vous faire travailler pendant plusieurs semaines sur des vrais produits qui existent aujourd'hui chez Algolia, chez Alan, chez Drivey, par exemple. Le deuxième élément qui peut vous faire un peu gagner des points, c'est de poser des questions pertinentes sur le produit pour lequel vous postulez. Pourquoi avoir choisi de mettre en avant telle fonctionnalité? Est-ce que vous prévoyez de refaire telle partie du produit? Si j'ai bien compris, votre cible client aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que vous visez de bouger une autre cible client plus tard? Bon, c'est juste des exemples. Évidemment, ça dépend de la boîte pour laquelle vous postulez, mais encore une fois, posez-vous bien longuement sur le produit. Et enfin, le dernier point, c'est les réponses structurées. Bon, je vous l'ai déjà un peu mentionné. Hier, dans le premier webinaire de Noé, je disais qu'une des qualités non négociables d'un PM, c'était d'avoir un esprit engineering. Et alors ça ne veut pas forcément dire avoir fait une école d'ingénieur, mais ça veut dire que le rôle de PM, c'est d'absorber tout un tas d'inputs et d'informations, de les catégoriser, de les structurer pour en sortir quelque chose de clair. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on va aussi évaluer en entretien, de manière un peu détournée, typiquement en vous posant la question « Pourquoi vous voulez être product manager ?» Et donc là, ce que moi j'attendais, c'était un truc du genre, moi, il y a 3 raisons pour lesquelles ce job m'intéresse. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, quelque chose de clair et structuré. Donc voilà un petit peu pour le premier call. Pour passer à l'étape suivante, du coup, si vous y arrivez, de l'entretien product avec un product manager ou le head of product. Alors là, il y a énormément de questions qui peuvent être posées, donc je ne vais pas toutes les couvrir, mais voilà un petit preview, on va dire. Donc le premier type de questions, c'est des questions, encore une fois, je sais que je me répète, mais pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est la structure. Donc peux-tu me présenter rapidement ton parcours? Je vous en ai parlé. Une autre question un peu classique, là, ça peut être comment tu prioriserais entre telle fonctionnalité et telle fonctionnalité, par exemple.
Le deuxième grand point qu'on va évaluer, c'est votre communication et votre clarté. Là, une question classique qui ressort, que moi j'aimais bien poser, c'était que je choisissais quelque chose dans le CV du candidat que je ne connaissais pas du tout, et qui était, si possible, un peu complexe. Et du coup, je lui demandais, est-ce que tu peux m'expliquer ça, en lui disant bien que moi, j'y connaissais rien. Pour voir si cette personne était capable de m'expliquer rapidement un truc un peu compliqué auquel je ne comprenais rien de base. Le troisième point, c'est les points plus de comportement. Le PM, il va s'en prendre plein la tronche. C'est un job qui est hyper difficile, hyper challenging. Et donc, c'est hyper important d'avoir une partie soft skills pour pouvoir naviguer un petit peu entre les intérêts de tout le monde. Une question un peu classique, ça peut être « Raconte-moi la dernière fois que tu as eu un conflit avec un ou une collègue ». Le quatrième élément, c'est le sens produit, le sens design, et notamment, est-ce que vous êtes user-centric? Des questions classiques, ça peut être, est-ce que tu peux me parler d'un produit que tu ne trouves pas bien fait? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Ou alors, qu'est-ce que tu penses de cet écran, de notre produit? Et donc là, encore une fois, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre à la place de l'utilisateur. Hier, je parlais d'Aircall. Un autre exemple aujourd'hui, chez Livy, qui est donc un produit de téléconsultation. Donc, un des clients, un des utilisateurs, c'est les médecins. Les médecins, ils ne sont pas forcément ultra à l'aise avec la technologie et ils doivent être 100% concentrés sur leurs patients. Donc, typiquement, il faut que leur UX l'UX de Livy soit ultra clair et qu'on leur mâche le travail d'un point de vue administratif. Donc ça, c'est typiquement un point qui est important d'avoir en tête si vous postulez chez Livy. Il faut un peu répliquer cette méthode dans la boîte dans laquelle vous postulez. Par rapport à votre sens UX, on a un site qu'on aime bien chez Noé qui s'appelle Growth Design, qu'on pourra vous partager peut-être dans le chat, qui en fait de la review de plusieurs produits en donnant les plus et les moins d'un point de vue UX, qui est hyper cool. Donc, vous pouvez jeter un œil, ça vous aide un peu à entraîner votre œil UX. Le dernier élément, du coup, c'est le point de l'initiative et du leadership. Encore une fois, le PM, c'est vraiment un job qui n'est pas facile et il faut faire preuve de leadership pour faire avancer les projets. Question classique, parle-moi d'un projet que tu as mené chez ton ancienne boîte, quoi. Le dernier point à couvrir, qui est du coup pas une attente, mais qui est plutôt un conseil, c'est qu'il n'y a pas un type de product manager, il y a plein de types de product managers. Et du coup, je vous le disais tout à l'heure, c'est hyper important de comprendre quel est le stade de la boîte pour lequel vous postulez, le produit et sa culture, et ça impacte le type de profil et de qualité que cette boîte va chercher. Ah merde, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous ont le son qui saute. C'est juste toi, Pierre, qui m'entends pas? Ok, tout est ok. Bon, désolé pour toi, Pierre. Et cool pour les autres. Ok, merci. Pierre, écoute, on fera un article récap. Peut-être essayer de te mettre en partage de connexion, ce sera mieux. Je reprends du coup. Alors, le case study. Le case study, c'est quand même un peu l'étape qui fait le plus peur. Alors, je vais vous parler du fond et je vais vous parler de la forme. Alors, à propos du fond, il y a deux grands types de case study. Et la plupart des boîtes, en fait, elles font d'ailleurs les deux. Vous pouvez soit le préparer chez vous, soit le préparer sur place. Le premier type de case study, c'est les case studies qui sont macro et qui vont porter sur une question large où on va vous donner très peu d'infos. Par exemple, on veut refaire les analytics de notre produit. Voici en 3 bullet points les grands problèmes qu'on a identifiés. Dis-nous comment tu t'y prendrais, quelle serait ta méthode pour si tu étais PM là-dessus. Alors, ce qu'on va évaluer ici, c'est d'abord votre manière de réfléchir, votre méthodo. Donc, il y a des méthodos classiques que vous pouvez appliquer. Notamment, on va vous demander de faire des hypothèses, d'avoir des éléments de retour utilisateur, de prioriser. On couvrira toute cette méthodo en détail pendant les 4 semaines du programme de Noé, parce que c'est vrai que c'est peut-être l'étape la plus importante du process. Ce qui est important avec le case study, c'est de voir que on n'attend pas de vous une bonne réponse. On vous donne tellement peu d'éléments sur ce case study macro qu'il n'y a pas une bonne réponse. Ce qui est important, c'est vraiment votre manière de réfléchir, votre méthode, quoi. Donc, comme exemple, par exemple, on veut refaire les analytics de notre produit, on veut refaire la search de notre produit, notre onboarding, ce genre de choses. Le deuxième type de case study, c'est un case study qui est plus micro, avec pour le coup une question qui est précise, où vous avez tous les éléments pour y répondre. Là, les attentes, c'est vraiment l'exécution. Est-ce que vous allez être rigoureux, cohérent, montrer votre sens UX, être user-centric? Par exemple, ça peut être, voilà, un écran de notre produit. Donne-moi le top 3 des problèmes UX de cette vue.
ou alors fais-moi les specs de ce petit champ dans notre produit. Donc là, encore une fois, ce qu'on attend, c'est que vous compreniez bien qui est notre utilisateur, son état d'esprit à ce moment-là, et deux, que vous nous montriez que vous vous y connaissez un peu en UX et que vous êtes capable de nous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la vue. Au niveau de la forme du case study, un PM, je vous l'ai dit, il va devoir communiquer de manière claire avec énormément de gens dans la boîte. Tous les gens avec qui vous allez interagir, ils vont avoir des idées, des demandes, des attentes, les sales pour leurs prospects, les account managers pour leurs clients, les développeurs, etc. Donc, c'est à la fois hyper cool et en même temps, c'est crucial de savoir bien communiquer avec tous ces gens-là, avec des rendus qui soient clairs et qui soient faciles à comprendre. Par exemple, chez Aircall, après parfois des semaines de recherche, tous les product managers devaient faire un product doc, c'est-à-dire un document d'une seule page qui récapitule en une page le problème, pourquoi on veut le résoudre, comment on va mesurer son succès. Et c'est vrai que synthétiser 3 semaines de recherche en une page, c'est un exercice qui est hyper compliqué et en même temps qui est crucial. C'est ça aussi, du coup, qu'on va évaluer dans les case studies de PM, c'est la forme de votre cas. Alors évidemment, il faut adapter la forme au type de questions qu'on vous pose. Mais par exemple, pour le case study macro, sur une question stratégique, si vous renvoyez un document Word de 4 pages, ce n'est pas une bonne idée parce que franchement, moi, je n'ai même pas envie de le lire, quoi. Si vous m'envoyez une présentation claire avec quelques idées par slide, c'est mieux. Un PM va devoir travailler main dans la main avec le designer pour faire des produits qui soient clairs et jolis. Donc, du coup, essayez d'éviter le comics sans MS, le word art. On va aussi juger la qualité de votre œil design dans l'output, le rendu vraiment de votre cas. Pour le case study plutôt micro, du coup, c'est important que vous soyez rigoureux et méticuleux au niveau de la forme. Si on vous demande des specs, soyez sûr de couvrir tous les cas. Si on vous demande un proto, essayez d'utiliser un software qui est fait pour ça, qui vous permettra d'avoir quelque chose de propre, genre Figma, genre InVision, qui ont d'ailleurs tous des versions gratuites. Du coup, au final, en fait, il y a 4 grands exercices qui vont ressortir aux différentes étapes de votre process et auxquels vous pouvez essayer de vous préparer. Le premier, c'est un peu votre personal pitch. Pourquoi vous voulez être PM? Pourquoi dans cette boîte? Pourquoi vous avez les qualités requises? Qu'est-ce qu'il prouve? Le deuxième, c'est des questions du coup qui sont plutôt comportementales. Quand est-ce que vous avez fait une erreur? Comment vous l'avez géré? Un conflit au travail? Et ça, c'est des questions qui sont importantes à préparer parce qu'elles sont quand même assez difficiles à improviser. Et ensuite, il y a la stratégie produit avec le case study macro et l'exécution produit avec le case study qui est micro. Ces 4 exercices, on les couvrira dans la 4e semaine de Noé. Mais en attendant, voici 3 choses que vous pouvez faire dès maintenant, dès la fin de ce webinaire. La première chose, c'est revoir votre profil LinkedIn. Le CV et la lettre de motivation, honnêtement, on s'en fout un peu. Le profil LinkedIn, c'est le premier truc que regardent les recruteurs. Et donc, essayez d'enlever ou de minimiser les expériences qui ne sont pas pertinentes pour du product et de mettre le paquet sur celles qu'ils sont. Je vous conseille d'aller regarder quelques profils de PM sur LinkedIn pour voir un peu ce qu'ils mettent en avant dans leurs expériences et aussi d'adapter votre expérience au jargon PM avec des mots comme Define User Needs ou alors Prioritize, qui est un mot hyper important. Faites en sorte que votre profil il soit orienté résultat et pas descriptif. Par exemple, si vous avez une expérience en tant que account manager, ne dites pas j'ai géré les relations clients, mais dites j'ai réduit de X% le temps de réponse, ou alors j'ai augmenté de X% le revenu. Le deuxième point, c'est d'entraîner votre sens design et votre sens UX en essayant d'aller critiquer des produits. Du coup, ce qu'on vous propose, si vous voulez, c'est d'aller sur noé.pm, notre site, du coup, et je vous propose de me faire par mail tous les retours du UX que vous voyez, de choses que vous pensez qu'on pourrait améliorer. Alors, attention à bien vous mettre à la place de l'utilisateur, Noé, de bien structurer vos retours, et je vous répondrai tous pour vous dire si, en tant que recruteuse chez Aircall, par exemple, ça m'aurait paru une bonne réponse ou pas. Le troisième truc que vous pouvez faire dès maintenant, c'est vraiment de vous entraîner à présenter votre parcours en moins d'1 minute, de manière simple, de manière structurée, en mettant en avant les éléments qui sont en rapport avec le produit. Parce que ça, ce sera toujours la première question qu'on vous posera à n'importe quelle étape. Et c'est vrai que votre réponse, elle en dit beaucoup sur votre capacité à prioriser, à synthétiser et à structurer. Avant de passer aux questions, du coup, quelques mots sur Noé. Donc Noé, encore une fois, désolée à ceux qui étaient là hier, ça va être un peu répétitif. Noé, c'est le programme pour lancer votre carrière de PM. Notre première promotion, elle commence le 15 juin. Noé, c'est 4 semaines de formation intensive au job de PM. On va couvrir les dimensions du job,
stratégie, problème, solution et impact. Et pendant la dernière semaine, vous l'avez compris, on va aussi vous préparer aux entretiens et à identifier les postes qui matchent avec votre profil. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre premier job, vous avez 2 mois de coaching, à la fois pour vous, parce que les premiers mois en tant que PM ne sont pas faciles, mais aussi parce que c'est un argument qui rassure les recruteurs qui ont souvent, dans le cas du recrutement d'un junior, peur de devoir passer beaucoup de temps avec lui au départ pour l'onboarder. Pendant les 4 semaines, vous travaillerez sur des vraies problématiques, je vous en ai parlé, apportées par les meilleurs PM de l'écosystème français, Thomas, Nicolas, Walid, Alexis, Lucas. Vous présenterez à la fin des semaines votre solution à votre sponsor et votre méthodo, et il vous présentera en retour la manière dont lui a abordé le problème et la solution. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire, maya@noé.pm. Et du coup, on a découvert juste avant le webinaire avec Jules qu'il y avait une super fonctionnalité de sondage. Donc, on s'est dit qu'on aimerait bien la tester avec Jules. Du coup, on va vous envoyer un sondage tout de suite. Est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus sur Noé? Et voilà, et maintenant, on a un peu de temps pour les questions. 12h21, pile à l'heure. Alors, du coup, il y a une... Vas-y, Jules, excuse-moi. Ouais, on a des petites questions. Merci Maya pour ta presse. La première question qu'on a, c'est est-ce que Noé permet de trouver un job de PM grâce à son réseau, ou est-ce qu'en fait c'est les étudiants qui doivent chercher eux-mêmes le... Ouais, alors Noé, on va vous aider évidemment. On construit un réseau de startups qui recrutent, ça fait partie de notre offre. Maintenant, on ne peut pas vous garantir à 100% que vous trouverez un job dans le mois qui suit la formation, parce que c'est vrai que ça dépend beaucoup de vous. Mais c'est vrai qu'on fera tout pour ça, via notre réseau, via la préparation aux entretiens, via l'image de notre programme. Et c'est aussi pour ça qu'on sélectionne les gens qui vont participer au programme. Aujourd'hui, on a une centaine de personnes intéressées pour la première promo, de 15 personnes. Et du coup, on veut être sûr que les profils ils correspondent à ce qu'attendent les startups. Ok. Une autre question de Joshua, qui est super intéressante aussi. Quelle est la différence de la perception du job de PM en France versus les US? Bonne question. Moi, j'ai l'impression, en parlant autour de moi, que en France, et notamment dans les grosses boîtes, ça commence à bouger dans les startups depuis quelques années. On est resté un peu keblo sur un rôle plutôt de PO, de product owner, qui a une plus grosse dimension opérationnelle où en fait le PM il va être un peu chef de projet et pas vraiment responsable de la strat. Bon, encore une fois, ça bouge, c'est plus le cas dans les startups, mais c'est quand même beaucoup le cas dans les grosses boîtes et encore le cas dans certaines startups. Et c'est vrai qu'aux US, on est quand même passé clairement à autre chose par rapport à ça. Un autre point qui est important, auquel je pense, c'est que, notamment dans la Silicon Valley, parce que je pense qu'il y a une grosse influence en termes de culture produit de Google et de Facebook, c'est souvent indispensable d'avoir fait une formation en computer science pour être PM. En France, ce n'est pas le cas. Il y a des parcours qui sont variés. Je dirais qu'il y a quand même une grosse partie qui a fait école de commerce ou ingénieur, mais ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir fait de la programmation dans son parcours. Alors qu'aux US, en tout cas vraiment dans la Silicon Valley, c'est non discutable, quoi. C'est les gros trucs auxquels je pense. Je ne sais pas si Jules, tu vois d'autres choses. Non, pour avoir parlé justement pas mal à des PM à San Francisco, c'est les principaux points qui ressortaient, quoi. C'était que là-bas, il y avait une grosse appétence technique quant au recrutement des PM. Cool. Alors une question de Timothée qui nous demande quelle forme prendra le coaching post-formation. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Alors, quelle forme prend le coaching? Le coaching, du coup, c'est des séances individuelles avec moi toutes les 2 semaines. Et donc, l'idée, c'est que ce soit vraiment personnalisé et que ça réponde à vos problématiques, enfin, aux problématiques de la boîte que vous rejoignez. C'est-à-dire que, par exemple, si vous rejoignez une boîte qui est early stage, vous allez devoir construire la roadmap et les objectifs produits, on va couvrir ça. Si vous rejoignez une boîte qui est un peu plus grosse, où il y a déjà des gros process, une équipe produit bien staffée, et que vous devez prendre en main direct une équipe de dev et la faire avancer, on couvrira ces sujets-là. Donc, ce sera vraiment du personnalisé par rapport à vos problématiques. Alors là, il y a des questions qui reviennent assez souvent. C'est comment passer d'un job qui n'est pas PM et de passer PM en interne. Donc, notamment, passer de la vente au job de PM. Est-ce que c'est faisable?
C'est des questions qu'on avait eues hier auxquelles on n'a pas pu répondre et qui reviennent là. Ouais. Alors effectivement, en interne, c'est une bonne idée. Moi, c'est un truc que j'ai fait chez Aircall, c'est un truc que plusieurs boîtes font, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Il y a des rôles qui sont particulièrement intéressants pour de la transition interne, c'est les rôles qui sont client-facing, parce que du coup, c'est des gens qui ont une super connaissance des besoins clients. Donc effectivement, sales, account manager, ça peut être des rôles intéressants. Maintenant, c'est vrai que ça dépend vraiment de votre boîte, quoi. Est-ce que du coup votre manager il est prêt à entre guillemets vous lâcher, le manager produit il est prêt à recruter quelqu'un de junior. Dans mon expérience, ça s'est bien passé. Néanmoins, c'est quand même quelque chose que j'ai fait assez tard chez Aircall, quand j'avais une équipe avec des profils seniors, où j'étais rassurée sur le fait qu'ils pourraient passer les 3 à 6 mois nécessaires pour faire monter en compétence les gens qui avaient transitionné en interne. Ok. Et donc là, une autre question qui revient, qui est assez liée, être product manager en freelance versus product manager en interne. Est-ce que tu vois des avantages, des inconvénients pour l'un ou pour l'autre? Ouais, alors product manager en freelance, c'est compliqué pour moi. En tout cas, chez Aircall, c'était pas quelque chose qu'on envisageait. Et quand j'en parle autour de moi, des leaders produits, c'est souvent compliqué en fait dès que la boîte elle dépasse un certain stade. Pourquoi? Parce que quand même pour être product manager, il faut avoir une grosse connaissance client et donc être en contact avec ses clients. Et c'est vrai qu'en tant que personne extérieure, c'est souvent compliqué. Par contre, le taf de freelance, il peut être intéressant, je dirais, pour des boîtes qui sont un peu plus early stage, où on en est un peu au début, où il faut mettre en place une première vision, une première roadmap, des premiers grands objectifs. Et là, ça peut être hyper intéressant de prendre un freelance qui a déjà fait ça sur plusieurs problématiques et qui peut aider les boîtes à le faire. Bon, après, ça, c'est mon point de vue. Hein, mais c'est vrai que pour une boîte où tu as déjà 10-15 PM, ça me semble un peu compliqué sur du freelance. Ok. Alors là, c'est des questions plutôt pour commencer le job de PM. Est-ce qu'il vaut mieux commencer dans une grosse structure ou est-ce qu'on peut en fait commencer dans une plus petite structure, même si on est junior? Franchement, il n'y a pas de réponse à ça. Ça dépend vraiment. Il y a des boîtes qui… Alors, je dirais que la règle, c'est quand même que pour un premier PM, tout premier PM d'une boîte, ça risque d'être un peu compliqué si vous avez zéro expérience. Tout dépend de qui est le cofondateur, en fait. Si jamais le cofondateur, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience produit, qui va pouvoir un peu vous la transmettre, ça peut le faire. Par exemple, moi, j'ai rejoint Aircall en tant que premier PM. Aucun des fondateurs n'avait d'expérience en produit. Et du coup, pour eux, ce n'était pas envisageable de prendre quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Pour des boîtes un peu plus grosses, je pense que ça commence à… Je vais fermer ma fenêtre, parce qu'il y a vachement de bruit dehors. Hop. Ça commence à devenir envisageable de recruter des juniors une fois qu'il y a une équipe en place avec des profils qui ont un peu plus d'expérience et qui vont être capables de suivre les profils non expérimentés. Ok. Une question assez intéressante qu'on Et s'est… après, excuse-moi, je te coupe, mais il y a un dernier point que je voulais souligner Ouais, là-dessus. je t'en prie. C'est qu'en fait, en parlant aux boîtes, il y a aussi des boîtes qui ont des points de vue très tranchés là-dessus. Tu as des boîtes qui nous ont dit à Noé, nous, en fait, on ne recrute pas de juniors pour l'instant, pour telle raison, et c'est sûr que c'est ça. Et tu as des boîtes, au contraire, qui nous ont dit, nous, on recrute que des juniors. Parce qu'en fait, on a remarqué que quand on recrutait des seniors, ils venaient avec une vision préconçue du produit. Et c'est vrai que le produit, il est assez différent dans plusieurs boîtes en fonction du produit, en fonction des process. Et donc, nous, on a remarqué que quand on recrutait des seniors, c'était le gros bordel, en fait, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la manière de faire. Et donc, on préfère recruter des juniors. Ouais. Et donc, voilà, nous, on a justement ces verbatims venant des boîtes pour qui c'est important, quoi. Ouais. Et justement, en parlant de recrutement, il y a Felipe qui nous pose une question qui est super intéressante et qu'on s'est posée nous-mêmes. Comment va être impacté le recrutement en vue de la crise qui arrive? Écoute, je ne sais pas si j'ai plus de réponses que vous pour y répondre à cette question. C'est vrai qu'on est un peu dans une situation inédite. Néanmoins, c'est vrai que ces dernières semaines, j'en ai beaucoup parlé avec des personnes qui dirigent les équipes produits de start-up à Paris. Alors c'est évident qu'il y a des secteurs qui en chient grave. Une boîte, par exemple, comme Evaneos, qui est spécialisée dans les voyages, l'organisation des voyages, c'est compliqué. Néanmoins, c'est vrai que la tech, j'ai l'impression, va être moins touchée que les grandes boîtes dans l'industriel. Donc moi, ce que j'entends quand j'en discute autour de moi, c'est que il y a des secteurs qui sont très touchés et c'est la merde. Néanmoins, il y a quand même énormément de boîtes, et j'étais assez surprise du nombre,
qui me disent, nous, en fait, on a levé de l'argent récemment, donc niveau cash, on est OK, et on va profiter de ce moment pour consolider notre produit, et donc on continue à recruter, que ce soit en dev ou en PM. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Et clairement, je pense qu'il y a plein de boîtes qui vont continuer de recruter du product et du dev, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont devoir mettre un petit stop aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça l'impression que j'ai en discutant, c'est que effectivement, certains des projets de croissance vont être limités. En revanche, des projets ou des nouvelles fonctionnalités pour réduire les coûts opérationnels qui existent déjà continuent à être développés, quoi. Euh, alors, une question de Ludovic qui nous demande quelles sont les boîtes exemplaires en termes de modèles, enfin en termes de PM, pardon, qui existent en France. Je crois qu'il n'y a pas en France dans la question, parce que justement, j'allais dire une boîte pas française. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est en France ou pas. Je vais répondre les deux. Mais du coup, pas en France. Moi, je suis une énorme fan de Intercom, qui ont une culture produit très forte, qui font énormément de contenu, des talks, des livres, des articles qui parlent uniquement de la culture produit. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pendant toutes les années chez Aircall à structurer l'équipe et à imprégner vraiment la boîte d'une culture produit forte. Et à Paris, franchement, il y en a plein. Et les 5 boîtes qu'on a choisies comme sponsors, c'est 5 boîtes dans lesquelles, moi, je pense personnellement qu'elles ont des super cultures produits et où je connais les leaders produits qui ont une super organisation, une culture forte, des process intéressants et on va dire nouveaux. Donc, je vous conseille, si jamais vous voulez faire un peu de recherche sur ces boîtes-là, de regarder, pareil, leurs articles, leurs talks, etc. Super. Alors, une question qu'on a déjà eue hier, mais c'est intéressant de la reposer, c'est qu'est-ce qu'on pense des certifications agiles comme SAFe, par exemple? Qu'est-ce qu'on pense des certifications agiles? Alors, effectivement, je pense que la partie opérationnelle du job, donc agile, Scrum, etc., c'est une partie qui est importante. Néanmoins, moi, personnellement, j'ai jamais vu beaucoup de valeur à ces certifications parce que je pense que c'est pas la partie la plus compliquée du job. C'est quelque chose que j'ai confirmé en discutant avec, encore une fois, les Head of Product, les Lead Product de dizaines de boîtes à Paris. Donc, voilà, nous, on a dû faire des choix chez Noé, prioriser les sujets les plus importants. Et c'est vrai qu'on a choisi de ne pas faire passer cette certification parce qu'on ne la voit pas comme un gros plus. Pas comme un plus dans votre CV en fait pour postuler. On va couvrir le sujet de l'opérationnel bien sûr, mais c'est pas vraiment sorcier et du coup passer du temps là-dessus, ça nous semble pas prioritaire. Super, je crois que Nicolas avait cet avis-là aussi hier quand on lui avait posé la question. Alors peut-être encore quelques questions. On a une question de Pauline qui nous demande en combien d'années d'expérience on peut passer de PM à PM senior. Bonne question. Alors, le PM, c'est un job qui bouge tellement vite qu'en fait, ça peut aller assez vite. Par exemple, chez Aircall, PM junior, PM senior, je dirais que c'était entre 2 à 4 ans, tu vois. Et du coup, c'est vrai que très vite, en fait, au bout de quelques années en tant que PM, vous devenez hyper attractif et hyper sexy sur le marché du travail. Ce qui veut dire que les salaires augmentent, que vous avez des offres à droite à gauche, parce que, encore une fois, c'est un métier où il y a une grosse pénurie, quoi. Ok. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors, je vais voir dans le chat quand même, je crois qu'il y en a d'autres. Ok, une question intéressante d'Eliott. Est-ce que c'est une bonne stratégie de passer par un cabinet de conseil spécialisé en product pour apprendre le métier et ensuite aller vers des startups? Du coup, Elliot, cabinet de conseil spécialisé en Genre, product, tu penses à quoi? je pense Ah, que Théodo. genre Tiga, Théodo. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, c'est un truc que je recommandais effectivement au profil junior qui postulait chez Aircall et où je pensais qu'ils étaient un peu short. C'était effectivement, pourquoi pas, de passer par Tiga, que je recommandais souvent, ou Théodo, parce que c'est des super bonnes écoles en termes de méthodo. Et derrière, ça rend votre profil attractif si vous voulez rejoindre une startup ou pas d'ailleurs.
Une autre question de Hugo, je crois. Ouais. Le PM est-il souvent chargé de la user research? Oui, alors oui, là-dessus, il y a des avis qui divergent parce qu'il y a aussi donc dans des boîtes très, très grosses, tu as des user researchers carrément. Généralement, c'est vraiment quand la boîte atteint une taille critique. Il y a quand même un designer qui va bosser avec le PM et c'est vrai que ce rôle, il est souvent, découpé entre les 2. Ma vision là-dessus, c'est que le PM, il va être en charge de définir, le problème et le designer, il va être en charge de définir la solution. Et en fait, dans les 2 cas, il y a de la user research. Donc du coup, le PM, il va faire en amont, des sondages, des appels de recherche et cetera. Et le designer, en aval, une fois qu'il réfléchit et il porte la solution, il va aussi faire la user research pour la tester. Super. On a des 2 questions sur les salaires moyens d'un PM senior et d'un PM junior. De rien, Hugo. Tac, tac, tac. Les salaires, pardon. Alors, du coup, salaire d'entrée en PM junior, je dirais que vous pouvez viser 40-45. Ça dépend aussi de votre parcours avant, bien sûr. Mais comme je vous le disais, ça peut aller assez vite ensuite. Une fois que vous passez senior, vous pouvez augmenter rapidement à 55, 60 au bout de quelques années. Si vous êtes dans une boîte qui peut se le permettre, bien sûr. Et ensuite, je vois qu'on a pas mal de questions sur l'enregistrement. Alors, hier, on pensait qu'on ne pouvait pas enregistrer. Finalement, oui, et finalement, non. Donc, j'ai l'impression que la feature d'enregistrement est un peu cassée chez Livestorm. Donc, on va essayer, mais on n'est pas vraiment sûr. Dans tous les cas, on fera un article récap de ce webinaire, comme on va le faire aussi pour celui d'hier. Bah, ça fait bientôt 40 minutes. Du coup, on va peut-être s'arrêter là. Je vois qu'il y a Pauline qui est en train de typer. Yueyin, dans tes expériences chez Aircall et Blabla, y avait-il des PO qui bossaient en binôme avec des PM? Dernière question et après on va peut-être s'arrêter. Du coup, non, pas de PO qui travaillaient en binôme avec des PM. Par contre, je vois d'autres modèles, par exemple chez Job Teaser, où il y a des seniors PM qui vont parfois bosser en binôme avec ce qu'ils appellent des APM, qui sont des Associate Product Managers, donc des Product Managers plus juniors, juste pendant 6 mois, le temps qu'ils montent en compétences et qu'ils puissent prendre eux-mêmes une squad. Voilà. Génial. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes vos questions et d'avoir été là. N'hésitez pas à nous joindre. Vous avez mon mail là, si jamais vous avez des questions. Notre prochain webinaire, c'est la semaine prochaine. Comment travailler efficacement avec des devs en tant que PM, aussi un sujet qui vous fait peur à plusieurs d'entre vous. Donc du coup, peut-être à la semaine prochaine. Et d'ici là, on vous souhaite un très bon week-end. Ouais, merci beaucoup. Bye bye.